Bonjour Laura Foy, merci d'accepter l'invitation du Centre de ressources approche culture et territoire en cette période de confinement qui se questionne sur la continuité pédagogique mise en avant par le ministre le 12 mars, pour reprendre le titre d'une tribune initiée par Philippe Mérieux du 23 mars 2020. Nous allons avec toi et les enseignants qui sont autour d'approche culture et territoire nous questionner sur la continuité pédagogique, à savoir s'il s'agit réellement d'une continuité pédagogique ou d'une rupture d'égalité, et comment est-ce que les enseignants réinventent leur métier finalement au quotidien pour pouvoir pallier à cette situation. Laura, est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter? Je suis prof des écoles dans le 14e à Sinoncelli. Et voilà. Et par ailleurs, je fais une thèse en sociologie de l'éducation. Voilà. Comment est-ce que tu vis la situation de deux façons. Moi, à titre personnel, pour moi, en fait, c'est génial parce que j'ai une chouette maison, un extérieur et c'est de la balle. Et en fait, de façon extrêmement violente et douloureuse, depuis 10 jours, quand j'ai réalisé en fait ce que le confinement signifiait pour mes élèves les plus précaires. En fait, moi, j'ai une partie de mes élèves qui habitent dans la cité des Rosiers. Et en fait, avec le confinement et donc l'effondrement de l'économie parallèle, je pense principalement au travail au noir, il y a toute une partie de la population des Rosiers qui s'est retrouvée dans une situation précaire terrible. Donc, les familles sans papier, hein, évidemment, parce que la totalité de leurs revenus sont issus de l'économie parallèle. Les familles monoparentales aussi, il y a pas mal aux Rosiers de mamans avec des familles, des enfants, plusieurs enfants, et qui faisaient des petits ménages, des petits trucs et tout. Puis aussi des familles avec deux parents, papa, maman, souvent avec un seul revenu, hein, c'est rare qu'il y ait deux revenus aux Rosiers, et qui se retrouvent au chômage partiel. Sauf que souvent, un salaire plein, c'était compliqué de finir le mois, donc le chômage partiel, ça met dedans, quoi. Et ça entraîne les familles, ça les oblige à renoncer à toute une série d'achats. Et donc, du coup, en fait, ça a eu des conséquences énormes sur la vie aux Rosiers, ce confinement, énorme et dramatique. Sur les mobilités déjà des gens, la possibilité de se déplacer, parce que quand on est une maman toute seule avec plusieurs enfants, le confinement, ça rend compliqué les gardes d'enfants. Même si le confinement, Rosier, c'est bon, c'est plus à l'échelle des immeubles qu'à l'échelle des appartements, mais il y a quand même la peur de la maladie qui fait que les modes de garde amicaux, ils peuvent plus avoir lieu, et donc que les mamans peuvent plus se déplacer pour faire leurs courses. C'est aussi le cas des personnes qui sont pas en situation régulière, qui ne peuvent plus se déplacer pour aller faire leurs courses parce que la multiplication des contrôles pour les attestations fait qu'elles craignent en fait d'être identifiées comme sans pape et puis reconduites à la frontière. Ça augmente aussi les conflits familiaux. Ça c'est dans toute la France de toute façon, et c'est pas une histoire de classe sociale, c'est que quand on est victime de violences conjugales ou de violences parentales et qu'on se retrouve enfermé dans un domicile qui n'a plus rien d'un foyer avec son bourreau H24, les violences explosent et la dangerosité aussi pour les personnes victimes de violences est terrible. Mais il y a aussi tous les modes de gestion traditionnelle du stress qui peuvent plus être utilisés pour les familles, comme aller faire un tour, boire des coups avec des copines, fumer aussi parce que le tabac est devenu trop cher. Il y a une augmentation des conflits qui est liée au stress qu'ont les parents d'assurer la continuité pédagogique avec des ressources qui sont extrêmement limitées, la fracture numérique. Tu as fait comment au lendemain de cette orientation-là liée à la continuité pédagogique? Comment est-ce que tu as fait pour nouer des contacts avec les parents, avec les enfants? Quelle question tu t'es posée? Parce que j'imagine que ça devait être un sacré bouleversement, un bouillonnement aussi de questionnement, se disant comment on va continuer ça. Il y avait un truc bien, c'est que tout d'un coup, en fait, j'ai appelé toutes les familles. Et dans les quartiers populaires, moi, je trouve qu'il y a quand même un rapport de déférence des parents vis-à-vis des enseignants, parfois de défiance aussi, parce qu'eux-mêmes ont eu des carrières scolaires assez chaotiques. Ils ont vécu le racisme à l'école, ils ont vécu l'échec scolaire, ils ont vécu le décrochage scolaire. Et donc, il y a toujours une distance, souvent, entre les parents et les enseignants. Et même si on essaie de rompre cette distance, il n'y a pas vraiment un rapport d'égalité, en fait. On est toujours, même si on n'est pas perçu comme vraiment des dominants, on est au moins des imposants pour les parents.
Et donc, du coup, de s'appeler tous les jours, de prendre des nouvelles, de discuter des bébés, des choses comme ça a permis de créer des relations qui ont été beaucoup plus amicales et beaucoup plus égalitaires aussi. Et c'est ce qui a permis aux parents de nous alerter, moi et ma binôme, sur des difficultés financières qu'eux-mêmes traversaient, qui étaient liées au confinement. Parce qu'à ce moment-là, en fait, la confiance s'était instaurée dans l'échange, dans le fait de parler du bébé, comment tu fais pour faire tes courses, moi j'ai plus de PQ, voilà. Et du coup ça a humanisé vachement la relation. Après, la fracture numérique, elle joue à plein sur les rosiers, c'est-à-dire que la continuité pédagogique repose essentiellement sur des outils numériques. Et sans parler de la qualité de ces outils-là, parce que c'est même pas le débat en fait en ce qui concerne moi mes élèves, les objets matériels nécessaires à ça n'étaient pas là. C'est très rare qu'il y ait un ordinateur par famille. C'est très très rare. Souvent dans les familles, les fratries sont nombreuses et donc déjà, il y a des conflits pour accéder à l'ordinateur qui va permettre de travailler. L'accès à Internet, il n'est pas forcément évident. Souvent, c'est le portable en fait des parents. Et donc, c'est très compliqué. Donc, ça a demandé déjà, pour utiliser juste le mode de communication numérique, de mettre en place d'autres outils, de discuter avec les parents, de dire si ça n'est pas fait, c'est pas grave. Vous pouvez le faire à l'oral. Vous pouvez l'écrire sur des feuilles et m'envoyer un SMS. Donc, ça voulait dire qu'on donnait notre numéro de portable perso aux parents. Et du coup, ça voulait dire que c'était cool et qu'on n'était pas parano sur ils vont m'appeler tout le temps à n'importe quelle heure. Et d'accepter aussi la pluralité des supports donnés, renvoyés, rendus par les élèves, et aussi la confiance, c'est-à-dire que les élèves ils nous disent je l'ai fait à l'oral, et je te crois petit. Et l'élève qui dit j'y suis arrivé, je te crois. L'autre qui dit j'ai pas réussi, tu peux me réexpliquer, je te crois. Cependant, ça a demandé aussi un gros étayage téléphonique au minot, fallait les appeler tout le temps. Alors moi j'ai mis en place un truc de système B qui vaut ce qui vaut, mais qui a le mérite d'exister. C'est que j'ai une dizaine d'élèves en fait qui auraient eu besoin d'1 heure de téléphone par jour pour pouvoir être accompagnés dans les exercices, pour pouvoir faire les choses à l'oral, pour pouvoir se faire réexpliquer à la fois les consignes mais aussi les procédures, tout ça. Et c'était compliqué de passer 10 heures par jour au téléphone avec les enfants. Parce que, voilà, quand tu as fait tes 10 heures de téléphone, tu n'as plus le temps de rien faire. Et puis, il y a plein d'autres choses à faire. Et puis, il y a aussi tout le reste de la classe. Et du coup, moi, j'ai mis mes potes à contribution. Et j'ai fait des systèmes de tutorat en demandant à chaque fois l'accord des familles. Et je leur disais, vous seriez OK que je trouve un tuteur à votre enfant parmi mes copains? Et à chaque fois, les parents ont dit, ouais, carrément, c'est trop sympa. Et du coup, mes potes ne sont pas enseignants. Donc, du coup, je fais des supports pédagogiques qui ne fonctionnent qu'à l'oral, que je donne à mes copains avec, et qui sont adaptés aux élèves pour pouvoir continuer cette différenciation qu'on essaie de mettre en œuvre en classe et qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre avec l'école à distance. Et donc, du coup, moi, mes élèves qui en ont le plus besoin, ils ont des tuteurs personnels. Après, il y a la question de la motivation aussi qui était compliquée à assurer. Il y a des élèves qui sont surmotivés, qui m'envoient des textos à 8 h du matin pour me dire « Maîtresse, les devoirs !» Et j'ai d'autres élèves qui sont moins motivés parce qu'ils fonctionnent pas mal sur les émulations collectives. Donc là, je suis en train de mettre en place un projet correspondance, toujours avec alors pas mes potes cette fois, mais les enfants de mes potes qui n'habitent pas Marseille. Parce que écrire, c'est... voilà, en classe, on leur fait faire des trucs d'écriture pourris, mais on est en classe, donc ils le font. Mais chez eux, en fait, faire de la production d'écrit, c'est compliqué. Et en fait, avoir la correspondance, ça les oblige à écrire, à travailler sur le geste graphique. Ils ont la conscience très forte que leur texte va être lu. Donc, ils ont une vigilance orthographique qui est bien plus forte, qui est en contexte, qui n'est pas juste des exercices comme ça, genre les exercices du bled, là, tout pourris, qui permettent même pas de transfert, en fait, donc qui servent à rien. Voilà, la correspondance, c'est pas mal. Ça demande d'être quand même accompagné par les parents, ou alors par moi au téléphone, ou par mail, voilà, comme ils peuvent, et puis après, ils recopient, ou par leur tuteur, parce qu'ils ont des tuteurs. Je voudrais citer un extrait de la tribune initiée par Philippe Mérieux, dont on parlait au début, et t'inviter à réagir, qui nous dit pour le ministre Blanquer et sa chaîne de commandement administratif, l'urgence, c'était de mettre tout le monde au travail, quels qu'en soient les risques. La nation apprenante se devait d'envoyer ses petits soldats sur le front de la bataille scolaire et pédagogique. Qu'est-ce que ça t'inspire? Non, mais déjà, la nation apprenante, en fait, c'est un truc qui me fait marrer parce que c'est un privilège bourgeois, en fait, de pouvoir se dire, oh, ce temps de confinement sera un temps dans lequel je vais pouvoir apprendre et j'apprendrai aussi bien le piano qu'une langue étrangère, et toutes ces choses-là ne sont que des espèces de folklore, en fait, que je consomme, comme avant, je consommais avec mon pognon, mais là, je suis coincée, donc je vais consommer de la connaissance.
En fait, ça reste un privilège bourgeois, parce que apprendre, ça veut dire avoir du temps pour ça, ça veut dire avoir un espace pour ça, ça veut dire avoir une disponibilité intellectuelle pour ça. Je suis pas sûre que les soignants qui sont au front en ce moment, bah, ils aient ce temps-là pour apprendre, parce que le truc de nation apprenante, ça veut dire tout le monde en fait. Sauf que c'est pas tout le monde. C'est pas les soignants, c'est pas les caissiers, c'est pas les mecs qui s'échinent à fabriquer des trucs que plus personne ne peut consommer parce que bah voilà, on sort plus faire nos courses, voilà. Pour les élèves, je pense qu'il y avait quand même un enjeu majeur qui est un enjeu sanitaire, qui était on va les occuper, parce que tant qu'ils seront occupés à faire leurs devoirs, ils n'iront pas jouer dans la rue. Et puis, ça va permettre que les enseignants les occupent. Et pendant ce temps-là, papa et maman, ils pourront télétravailler. Et donc, c'est bien. Parce que si les enfants sont toujours sur le dos de papa et maman ne télétravaillent pas. Et le travail, c'est la santé, quoi. Donc, je pense qu'il y avait aussi un enjeu occupationnel extrêmement fort derrière cette continuité pédagogique. Moi, je ne suis pas inquiète sur ce truc-là. Enfin, je veux dire, sur une rupture des apprentissages. C'est-à-dire que ça ne m'aurait pas inquiété si les enfants avaient été en vacances là pendant 2 mois, tous, et qu'ils avaient eu cette année, en mode jackpot bonus, 2 mois de vacances supplémentaires. Parce que comme ça concerne l'ensemble de la... ça concerne toute une cohorte, quoi. Bah, on l'aurait rattrapé sur l'année d'après, puis un petit peu l'année d'après, et puis voilà, dans 1 an et demi, c'était lissé, quoi. Donc, je pense que ce n'était pas forcément un enjeu d'apprentissage. Après, effectivement, le fait d'imposer cette continuité pédagogique, eh ben, ça creuse les écarts entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et donc, ça se superpose aussi voilà, aux divisions sociales, aux inégalités sociales qui sont renforcés par le système éducatif. Et ça, c'est pas dans ma tête, hein. C'est PISA, c'est CNESCO, c'est ce mec-là, Lahir, enfance de classe, c'est Bourdieu depuis je sais pas combien de temps. Enfin, je veux dire, c'est un truc, il n'y a même pas à débattre là-dessus. L'école, la sociologie l'a prouvé, renforce les inégalités sociales. Par contre, et comme pour tout, moi je suis pas trop pessimiste parce que je me dis ça les renforce si on n'en est pas conscient. Si on a un truc qui est class blind, c'est comme si on a un truc qui est color blind ou qui est gender blind, et ben on écarte, on laisse sur le bas-côté les groupes minorisés. Par contre, si on en est conscient et qu'on essaie de prendre ça à bras le corps, on trouve des outils qui sont beaucoup plus inventifs que la classe virtuelle du CNED ou tous ces trucs-là. Des outils qui sont faits de bouts de ficelle et de système D, qui mettent les potes à contribution, mais qui permettent d'avancer. Mais par contre, ces outils-là, il faut les inventer et il faut que les enseignants les inventent. Parce que notre ministre ne peut pas nous les donner, parce que ça dépendra de chaque situation particulière. Les problématiques ne sont pas les mêmes en zone rurale qu'en éducation prioritaire renforcée, que dans des quartiers bourgeois. Et donc, du coup, je crois que c'est vraiment essentiel de faire confiance aux enseignants et à la connaissance qu'ils ont de leurs élèves et des besoins spécifiques de leurs élèves pour inventer ces outils-là. Et je pense qu'on ne devrait pas trop nous prendre la tête sur la continuité pédagogique que nous alerter en permanence sur les écueils potentiels de cette continuité si elle ne tient pas compte des inégalités qui existent déjà. D'après toi, comment est-ce que cette situation d'exception transforme ton métier? Parce que tu m'en as parlé, du coup, tu as essayé de voir des textes qui feraient sens aujourd'hui, des lectures, différentes approches pédagogiques. Tu as exploré pas mal de choses pour pouvoir pallier à cette situation au niveau de la transformation de tes pratiques aussi. Déjà, de ne pas voir les élèves en face, ça change la pratique, hein, ça la change de ouf. Ça l'a changé en termes de... Enfin, ouais, il y a une réflexion vraiment très sur les supports, sur des choses que les élèves déjà puissent faire en autonomie. Donc, bon, après, moi, je trouve que ça limite quand même les apprentissages nouveaux. Hein. Mettre en œuvre des apprentissages nouveaux à distance, perso, je m'y risque pas trop. Parce qu'il y a ceux qui pourront se faire aider par leurs parents et qui le feront, puis il y a ceux qui sont seuls et qui ne le feront pas, ces apprentissages nouveaux. Je pense qu'ils nécessitent vraiment la présence de l'enseignant. Pour moi, ça rend quelque chose d'évident dans le métier, ça rend évident la nécessité de l'interaction vraiment en présentiel, quoi. Vraiment. Ça nous oblige à inventer des choses qui sont plus ludiques, à mettre en place des projets sur du long cours, comme le projet correspondance qu'on va pouvoir reprendre en classe aussi, ou le truc Hermès. Moi, mes élèves, je leur fais des vidéos tous les jours qui racontent les aventures de Hermès. Là, mon bouquin, il doit être par là. Voilà, le feuilleton d'Hermès, voilà, je leur lis ça tous les soirs et je me filme et je leur envoie. Du coup, les minots, ils aiment bien parce qu'en plus, ils voient chez moi. Et du coup, à la fin de chaque vidéo, j'essaie de faire des petits moments d'apprentissage, mais en lien avec la vidéo où je leur parle vraiment et où je leur donne des missions en lien avec ça.
Je sais pas ce que ça vaut. En fait, c'est un peu un cataplasme sur une jambe de bois, hein, ce truc-là. Ça serait chouette si en classe, on pouvait faire un projet mythologie par la suite, qu'il y avait une vraie continuité. Moi, ce que ça m'a vraiment appris, en fait, c'est le rapport aux parents, vraiment, et ce rapport de confiance et d'amicalité, d'amitié potentielle. D'amitié, ouais, parce qu'il y a une maman, c'est une copine, on s'appelle tout le temps, on se parle de nous, et par rapport au projet qu'on est en train de mettre en œuvre sur les rosiers, ce truc de faire confiance aux élèves sur le fait que oui, ils sont avides de savoir et d'apprentissage et même de travail et qu'ils font tous tout ce qu'ils peuvent. Par contre, parfois, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas pour des raisons qui leur échappent et il est hors de question de les stigmatiser ou de les pénaliser pour ça. C'est pour ça qu'on est toujours très clair. Moi, je suis en co-enseignement avec My Binôme. Faites ce que vous pouvez. Ne stressez pas. Faites-le sur le support que vous avez, que ce soit une feuille blanche, un machin. Renvoyez-nous si vous pouvez, si vous avez besoin, mais vous n'êtes pas obligé. On n'est pas là pour contrôler. On est là pour accompagner. Et il ne faut surtout pas que cette continuité pédagogique soit un stress supplémentaire. Tu as évoqué un projet que tu as mis en œuvre pendant ce confinement, parce qu'au départ, tu étais strictement, si je puis dire, sur l'aspect pédagogique avec tes élèves. Très tôt, tu t'es aperçu de la multiplicité des urgences auxquelles tu devais faire face, et notamment une des priorités qui était la tienne, que tous ces élèves puissent manger à leur faim. C'est-à-dire que ça fait partie de la continuité pédagogique pour moi. Hein. C'est-à-dire que tu as du mal à apprendre quand tu as la dalle. Enfin, c'est vraiment. Et en fait, il y a une mère d'élève qui nous a alerté sur le fait qu'elle n'avait plus du tout de ressources et qu'elle elle ne pouvait plus nourrir ses enfants, quoi. Donc, du coup, sur le coup, je lui ai filé 50 balles et puis je lui ai fait un sac de courses. Sauf que je me suis dit, c'est pas la seule. Du coup, j'ai appelé cette maman d'élève qui est une amie et je lui ai dit, à ton avis, il y en a d'autres et on a commencé à faire une liste. Donc des familles avec les compositions des familles et les besoins exprimés par ces familles. On s'est rendu compte qu'elles étaient nombreuses et que les besoins qui étaient exprimés étaient vraiment des besoins de première nécessité. Il y a une maman qui, par exemple, qui nous a demandé, elle a dit, moi j'ai besoin de sel, je ne peux plus acheter de sel. Quand tu vois le prix du petit machin de sel, mais en même temps le sel c'est pas essentiel. Donc tu y renonces, mais ça veut dire que tu fais une économie de 50 centimes par mois. Si tu en as à faire des économies de 50 centimes par mois, c'est que tu es dans la dèche de ouf en fait. Ça, les parents ils nous ont dit, les goûters pour les enfants, pareil, c'est pas un plat qui est essentiel, c'est le truc qu'on peut supprimer facilement. Les céréales du petit-déj, et puis petit à petit, on nous a parlé de couches, de choses comme ça. Et vraiment des trucs de première nécessité, c'est-à-dire que les parents ils nous ont parlé des couches, mais ils nous ont pas demandé du liniment ou de la crème pour le change ou ce genre de trucs, quoi. C'était vraiment des trucs. Et donc, du coup, on a mis en place, en fait, une cagnotte et un appel aux dons. Et donc, on a un système qui est plutôt pas mal rodé, donc j'en suis assez fière. C'est que le jeudi, en fait, on fait une collecte des dons des particuliers qu'on complète éventuellement avec notre cagnotte, des achats, des trucs comme ça. Et alors là, depuis aujourd'hui, on a un spot de distrib au centre social Saint-Gab où le vendredi matin, en fait, on a notre collecte de dons de particuliers qui est amenée par une nana, Marion de Marseille Nord Handball, en fait, c'est le minibus d'une équipe de foot, de handball, mais comme il n'y a plus de sportifs en ce moment, bon bah voilà. L'association Vendredi 13 qui nous livre aussi des colis alimentaires et la Croix-Rouge qui nous livre une récup de supermarché. Nous, on confectionne ensuite à partir de là dans le jardin du centre social, donc pour respecter les distances, les trucs comme ça. Enfin, voilà, le truc du coronavirus, des colis qui sont adaptés aux besoins exprimés par les familles, à leur composition, à leurs ressources aussi, parce que une famille dont la totalité des revenus a disparu, c'est pas la même chose qu'une famille qui a toujours un peu de revenus, qui a besoin des trucs un peu fun, genre les gâteaux, les goûters, les choses comme ça. Il y a des gens, ils ont vraiment besoin de riz, de pâtes, quoi. Donc on fait des colis qui sont adaptés aux familles et ensuite les familles ont un rendez-vous de passage et on leur remet leur colis qui est personnel. C'est pas des colis types, c'est leur colis pour elles en fonction de leurs besoins, de leur famille, de la taille du petit cul du bébé parce que tu vas pas mettre des couches en taille 1 un petit cul de taille 4 quoi. Et sur rendez-vous pour éviter les regroupements. Donc, on fait 10 minutes un rendez-vous et on file le colis et ça évite que les gens se rassemblent. Et ça fait partie aussi, à mon sens, de la continuité pédagogique parce qu'il y a pas mal d'acteurs sociaux qui sont normalement actifs sur ces questions-là et qui, là, ne le sont plus du fait du confinement. Et moi, laisser mes élèves le ventre vide et me dire que mes élèves, ils avaient la dalle, c'était pas envisageable, quoi. Enfin, c'était pas supportable pour moi. C'était un truc, ça me foutait en l'air. Je pouvais pas me dire, moi je suis bien, j'ai ma maison, j'ai mon petit-déj, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai même mon verre de pinard. Et un tel il a faim, un tel il a faim.
Pas possible, quoi. C'est nos élèves. En vrai, on les aime, nos élèves. On les a toute la journée dans la classe. Toute l'année, on leur dit hé, remonte ta fermeture, tu vas avoir froid. Remets ton bonnet, tu vas avoir froid. N'oublie pas ta veste, tu vas avoir froid. Et là, le gosse, il a faim, quoi. Bah non. Enfin, c'est pas. Qu'est-ce que justement plus globalement, d'après toi, peut-être qu'on n'a pas encore réellement le recul nécessaire puisque ça fait seulement 15 jours que nous sommes confinés, mais pour toi déjà, qu'est-ce que cette crise révèle de la société dans laquelle nous vivons et de l'école, de l'état de l'école finalement? De la société, la grosse fracture, en fait, entre les confinés et les pas confinés, et puis entre les états de confinement, être confiné dans un appart suroccupé et insalubre, avec vue sur la tour d'en face, c'est pas la même chose que d'être confiné chez moi. Et sur l'état de l'école, c'est que j'ai l'impression que l'école n'a pas conscience en fait des très grosses inégalités sociales dont sont victimes son public, les élèves, et qu'on ne peut pas penser une école égalitaire, une école qui garantisse cette fameuse égalité des chances et cette fameuse réussite de tous, si on ne tient pas compte de ça. Et si l'école n'offre pas un moyen de compenser ça, les élèves, ils ne sont pas plus bêtes, ils ne sont pas moins intelligents. Mais ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas d'imprimante, ils n'ont pas. Donc là, ils ne peuvent pas apprendre. Pour moi, ça met vraiment en lumière, ça fait un gros spot sur les inégalités sociales qu'il y a dans l'école et que l'école a le devoir de prendre à bras le corps. Et auquel elle a absolument le devoir de se confronter parce que sinon, bah non, l'égalité des chances, c'est du vent, quoi. C'est des beaux mots. Mais les élèves des Rosiers grandissent au Rosier et restent au Rosier, et puis voilà, quoi. Et ils n'en sortiront pas, et l'école ne les en sortira pas, ne leur offrira pas une espèce d'ascension sociale formidable grâce au diplôme qu'elle leur aura permis d'obtenir. C'est du fake. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est pas dans ma tête. C'est un truc, bon, bah voilà, j'ai envie de te dire, l'AIR. L'AIR, le dernier, mais Pisa, mais Knesco, Bourdieu, etc., Van Zanten, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais là, particulièrement, on a le devoir de régler ce problème, quoi. Parce que si on ne le règle pas, l'école existera toujours. Par contre, les gamins, ils sont dans la merde. Et ça, moi, en tant qu'enseignante, ça me fait vraiment mal. J'ai du mal à participer à ça. J'ai du mal à participer à cette destruction méthodique d'une partie de la jeunesse. Et cette partie de la jeunesse, ce sont mes élèves. Donc non. Alors, c'est un constat que tu partages avec pas mal de tes collègues avec lesquels tu es en lien, notamment cette question de l'engagement, du militantisme, de pointer la reproduction sociale. Est-ce que tu penses que dans le cadre de ce confinement, tu as senti qu'avec ce collectif-là, vous étiez à même de faire corps pour pallier aux situations? Est-ce que tu penses que la démarche collective était très, très présente dans mon école 15 jours? J'ai senti des réactions chez les enseignants, hein, de façon générale. J'ai vu plein de cagnottes qui passaient pour Pessonnel, pour l'école Révolution, pour Victor Hugo, pour... Alors, je ne sais pas si ça vient pas, ce confinement, renforcer aussi une autre différence entre les profs engagés et les profs qui s'en foutent. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup en réalité des profs qui s'en foutent. C'est assez maladroit comme formulation. Je pense qu'il y a des enseignants pour qui ces questions d'effet des inégalités sur les carrières scolaires des élèves n'est pas une question centrale, en fait. Et donc, une question qui n'a jamais été préoccupante, je pense qu'ils s'en sont pas plus emparés. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait moins, hein. Ils assurent la continuité pédagogique et tout. Ça, je suis absolument certaine que tout le monde fait tout ce qu'il peut pour assurer la continuité pédagogique. Mais par contre, sans prise en compte des inégalités, forcément, cette continuité pédagogique, elle ne peut pas, à mon avis, être efficace. Et je pense que les profs qui étaient déjà engagés dans d'autres réseaux militants, je pense au collectif des écoles du 3e et à plein d'autres trucs, en fait. Il y en a qui étaient très engagés qui étaient très proches de Jane aussi sur l'école au présent, sur plein de collectifs, sur RESF et tout. Je pense que ces profs-là se sont encore plus engagés parce que le monde était encore plus insupportable et que je pense que ça a renforcé ça en fait. Merci Laura. On reste
en lien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Prends soin de toi, prends soin des autres et à très bientôt. Salut Soraya.